14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'amour. Alors ça, c'est pas très original dans cette émission de parler d'amour, mais on va aborder un sujet qui existe, il existe depuis la nuit des temps, je crois. Aimer 2 personnes à la fois. Alors je sais, ça semble impossible pour certains d'entre vous et c'est encore assez mal vu d'ailleurs, si j'en crois vos témoignages depuis de nombreuses années, comme si on ne pouvait aimer qu'une personne, alors peut-être pas toute sa vie, mais une seule personne à la fois. C'est souvent ce que j'entends. Je rappellerai d'ailleurs hier que notre intimité, ça concerne que nous et on n'a pas à juger si quelqu'un, notre meilleur ami par exemple, nous raconte qu'il ou elle aime 2 personnes. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes avec Emma Becker parce qu'elle vient de sortir un roman qui s'appelle Le Mal Joli aux éditions Albin Michel que j'ai particulièrement apprécié et dans lequel elle raconte l'histoire. Alors, est-ce que c'est son histoire ou pas ? Je ne sais pas, avec Emma Becker, on ne sait jamais. En tout cas, elle raconte cette histoire d'une femme partagée entre un mari et un amant. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ces 2 hommes sont des hommes bien, des hommes qu'elle aime, très différents, évidemment. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce que quand on aime 2 personnes, en général, on n'aime pas 2 personnes qui se ressemblent. Voilà. Enfin, ça, c'est mon histoire, c'est ce que je crois, et c'est vous qui allez nous raconter peut-être votre histoire à vous. Qu'est-ce que ça signifie d'abord d'aimer 2 personnes? Est-ce qu'il faut pour autant obligatoirement choisir? Parce que c'est forcément un choix très compliqué. En tout cas, vous avez envie de nous raconter si ça vous est arrivé ou si c'est en ce moment ce qui vous arrive et que vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis aujourd'hui, on va méditer sur ce dicton: la passion n'est pas faite de connaissances mais d'espérance. On verra après les infos de 15h ce que ça signifie, la passion, et oui, on en parle évidemment. En Love Conseil, je vous propose les 3 étapes de la relation. En sexo, la caresse anale, et Emma Becker en parle d'ailleurs dans son roman. Et puis il y aura notre rencontre, peut-on aimer 2 personnes à la fois? L'un nous dira oui, l'autre nous dira non. Si vous avez envie de participer à ce conflit, à ce duo, eh bien vous pouvez nous appeler dès à présent. Alors, Emma Becker, on la connaît, on commence à la connaître maintenant. Vous êtes romancière depuis longtemps, vous aviez fait un peu scandale avec ce roman qui s'appelait La Maison, où vous racontiez une histoire dans un bordel en Allemagne. Vous nous revenez avec ce roman Le Mal Joli. Je l'ai dit, moi j'ai trouvé le roman vraiment chouette parce que on comprend cette rencontre avec un amant qui est différent du mari et cette histoire très très passionnelle qui démarre comme une histoire de cul mais qui tout d'un coup prend un petit peu une autre tournure. Oui, écoutez, en fait, cette histoire, effectivement, commence comme toutes les histoires de passion, c'est-à-dire avec un espèce d'embrasement dont on se demande s'il va durer, auquel cas ce sera effectivement simplement une histoire de cul, entre guillemets, ou si cette passion se transformera en histoire d'amour. Et donc, j'ai écrit aussi cette histoire pour essayer de faire la différence entre les deux, parce que je crois que la passion n'est pas forcément vouée à donner une histoire d'amour viable. C'est-à-dire, il faut se méfier beaucoup de l'appel de la peau de l'autre et de cette odeur. Vous dites une chose que j'ai trouvée très juste: la passion, c'est un empoisonnement du cerveau. Vous avez écrit ça. Je crois que la passion est dans son essence même antisociale, c'est-à-dire que dans la passion se dissolvent les responsabilités, le rôle qu'on peut jouer en tant que mère, en tant qu'épouse. En fait, tout ce qui n'est pas l'autre constitue un empêchement. En ceci, je pense effectivement que c'est un empoisonnement. C'est-à-dire que on n'arrive plus à être raisonnable, en quelque sorte. C'est-à-dire, oui, difficilement. Le simple fait d'être raisonnable, donc d'exister en dehors de cette bulle qu'on se crée avec l'amant, est un arrachement. Et donc, ce sentiment-là qui vous arrache au vôtre n'est pas quelque chose de viable. Est-ce qu'il est amené à mourir de sa belle mort, ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre? C'était toute mon inquiétude et toute ma question, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Alors, dans ce livre aussi, vous définissez ce qu'est une femme libre. J'essaye. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que moi je l'ai lu, mais tout le monde ne l'a pas encore lu. C'est très difficile, c'est-à-dire qu'on a tendance à me décrire comme une femme libre. Je pense que je ne suis pas une femme libre, mais je suis une femme qui essaye de l'être. Et peut-être que la liberté se trouve dans ce
processus de tentative de libération de soi constant. Une femme libre, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, dans la vie d'une femme, on pourrait se dire que c'est tout un empilement de contraintes, c'est-à-dire à partir du moment où on est marié, où on a des enfants, déjà une certaine liberté disparaît complètement. La liberté, au fond, pour les femmes, ça a toujours été dans la tête. C'est-à-dire qu'il a toujours fallu qu'on vive un petit peu en dépit de nos obligations diverses et variées qui vont bien au-delà de la sphère sociale. C'est-à-dire que notre tête elle-même est pleine d'empêchements. Donc, je pense que c'est l'affaire d'une vie. Ouais. Et c'est pour ça que vous écrivez que le féminisme, c'est de l'enculade. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, on nous fait croire qu'on est capable, enfin qu'on peut être totalement libre, alors qu'en fait, on est obligé de faire des choix de vie en tant que femme et en tant qu'homme aussi d'ailleurs, hein. Mais de toute façon la liberté absolue elle n'existe pas. Non, et puis je crois qu'on n'a jamais voulu les femmes libres, hein, parce que à ce moment-là c'est tout un monde qui part à volo. Est-ce que vous croyez franchement, c'est pas le sujet du jour, mais ça pourrait être une émission qu'on pourrait faire ensemble un de ces jours, moi j'ai pas l'impression que les femmes ont envie d'être libres. Même aujourd'hui. Il faut dire, on parle pas souvent d'à quel point la liberté est étouffante et angoissante aussi. Qu'est-ce que c'est la liberté ? Est-ce que c'est vivre entièrement seule, entièrement indépendante ? Auquel cas c'est une petite mort aussi. Je crois qu'on a très besoin d'être entouré et que très rapidement ce besoin d'être entouré se transforme aussi en sentiment d'oppression. C'est-à-dire c'est un équilibre très fragile, et je crois effectivement qu'on n'est pas forcément ressorti toujours gagnante de plein de combats qu'on a menés en tant que féministe. Je pense, à 35 ans, c'est mon avis, ouais. Il y a encore des combats à mener, mais peut-être qu'en ce moment c'est compliqué parce qu'il y a deux courants qui s'affrontent beaucoup. Et puis, comme on parle beaucoup en ce moment de politique, de notre Premier ministre, vous dites aussi que les mecs de droite sont meilleurs au lit. C'est votre expérience ? Je dis que les mecs de droite, en tout cas, d'un point de vue du fantasme et du désir, moi, m'ont toujours paru beaucoup plus excitants, mais peut-être parce que c'était aussi le souvenir d'un tas d'hommes avec lesquels j'ai grandi, comme mon père. Enfin, c'est un environnement qui, moi, m'est très familier. Alors, l'homme de droite est excitant pour moi dans le sens où il ne s'excuse pas d'être un homme, et je trouve que on vit quand même dans une époque où on a tendance les hommes de gauche ont tendance à se déconstruire, c'est ça ? Je pense que déjà la déconstruction n'est pas forcément quelque chose qui est à gauche ou à droite. L'homme dont je parle dans mon livre est de base très déconstruit. Je pense que ça va au-delà des clivages. En tout cas, je note que jamais un homme de droite ne m'a donné de leçons sur comment être une femme ou comment être une féministe. Je pense que c'est aussi parce qu'il s'en cogne, faut être franc. Mais je préfère un homme qui s'en cogne manifestement qu'un homme qui fait semblant d'être concerné et qui saisit le prétexte pour m'expliquer qui je suis et comment je dois l'être. En tout cas, ce roman, je l'ai dit, on le lit et on ne le lâche plus. C'est donc un peu votre histoire ou pas du tout ? C'est même complètement mon histoire, bien sûr. C'est ce qui m'a semblé. Oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit tous les méandres de cette histoire justement entre. C'est-à-dire, je crois que la vie nous offre parfois des situations que la fiction serait bien en peine d'inventer. Et j'ai la chance d'avoir, je crois, une disposition d'esprit qui fait que dans ces petits drames un peu banals de la vie quotidienne, je parviens à trouver quelque chose de vous y plongez vraiment, et c'est ce qu'on ressent vraiment dans ce livre, Le Mal Joli, aux éditions Albin Michel. Alors, on va sans doute avoir des personnes qui vont nous appeler, qui ont connu aussi cette situation. Eh bien, vous pourrez leur répondre, leur donner éventuellement votre avis, vos conseils. On va démarrer quand même en essayant justement de voir le premier angle du sujet. Pourquoi tout d'un coup on va aimer deux personnes ? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est avec quelqu'un, généralement depuis déjà pas mal de temps, c'est une relation d'affection profonde, d'amour, et arrive un tourbillon. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est-à-dire quand on est comme moi dans un contexte où on est marié, on a des enfants, on ne sait plus en fait après un certain temps si cet amour est en fait un confort domestique, ou si c'est véritablement l'amour avec un grand A. Et je crois qu'on ne peut pas exiger du père de ses enfants avec lequel on vit depuis une dizaine d'années, avec lequel on partage
tous les petits esclavages de la vie avec des enfants. On ne peut pas exiger de cet homme-là qu'il nous suscite la même passion et la même sensation de liberté qu'un amant tout neuf qui arrive, qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'a pas d'enfant, et avec qui tout est inventé. Donc je pense que ce sont vraiment deux niveaux d'amour particuliers. Personnellement, je n'ai jamais été une polyamoureuse, c'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, j'aime entièrement cette personne. En revanche, je crois que l'amour conjugal et l'amour qu'on partage avec le père de ses enfants est exceptionnel et ne peut pas être mis en concurrence avec l'amour qu'on a pour un homme avec qui à qui on est attaché en rien. Ce serait injuste de les mettre au même niveau. Je crois que la vie offre la possibilité d'aimer différemment plusieurs personnes en même temps. Et peut-être que parfois ça cohabite plus ou moins facilement. Et sans doute, en tout cas c'est ce que je pense, sans doute que ça éclaire d'autres parties de nous et que ces autres parties de nous, elles ont aussi envie de vibrer. Et ces parties de nous, peut-être que le mari ou l'épouse ne peut plus les faire vibrer parce que justement il s'est créé un lien plus amical, plus fort aussi, un attachement en fait. Bien sûr, mais un attachement qui a parfois du mal à se battre contre l'embrasement, contre le crépitement que ça représente de tomber fou amoureux. Je pense que... Oui, mais quand on tombe fou amoureux, c'est ce que disent très bien les psychanalystes, c'est que c'est parce qu'il y a une part de nous qui était restée dans l'ombre et qui tout d'un coup est éclairée par la personne qu'on rencontre, et c'est une sorte d'embrasement, comme vous l'avez dit, mais c'est souvent quand même une part de nous qui était resté en sommeil, qui était resté un petit peu à l'ombre. Tout à fait. Et puis je pense même, j'irai plus loin, je pense que quand on tombe fou amoureux, on tombe d'abord fou amoureux de soi, dans le sens où on tombe fou amoureux de l'état dans lequel cette autre personne nous met. Ça nous éclaire une part de nous. Et je crois que quand on est jeune maman, on a aussi au fond un besoin terrible de se sentir vivre autrement qu'en étant une mère et une épouse, et l'apparition d'un amant vous donne la possibilité de rajeunir entre guillemets et de vous sentir libre et détaché de tous les jougs qui jalonnent votre vie quotidienne. En tout cas, ça vous rend très belle. Emma Becker est avec nous. Si vous avez envie d'ailleurs de lui poser une question sur un autre de ses livres, vous pouvez en profiter. Elle est avec nous jusqu'à 16h. Mais dans un instant, c'est Michel qui va nous raconter justement cette situation d'aimer deux personnes. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Emma Becker aujourd'hui et nous parlons de l'amour quand le cœur est partagé entre deux. Et Emma Becker, nous écoutons Michel qui va nous raconter son histoire. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte, bonjour Emma. Bonjour. Merci d'être avec nous Michel. Alors, vous avez connu cette situation ou vous êtes dans cette situation ? Alors, j'ai connu cette situation, disons que j'ai été avec quelqu'un, j'ai refait ma vie, j'ai plus de 40 ans, et donc j'ai rencontré quelqu'un, on est vraiment ensemble, on vivait chacun chez soi, et on avait une vraie relation consistante. Et donc tout allait bien, et il se trouve qu'à peu près un an et demi après le début de cette relation, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, une femme. Et il se trouve que j'ai craqué pour elle, et elle aussi. Donc, j'ai mis une deuxième relation conjugale, bien sûr cachée pour toutes les deux. Donc, aucune des deux ne savait que vous aviez une autre relation, c'est bien ça. Et si j'ai bien compris, la deuxième arrive peu de temps après que vous ayez rencontré la première. Oui, 1 an et demi à peu près. Oui, ce qui laisse à penser que la première n'était peut-être pas aussi importante que ça pour votre cœur. Oui, pour moi, oui, parce que j'étais vraiment bien avec elle, j'avais beaucoup de désirs, on faisait aussi beaucoup l'amour, donc c'était vraiment chouette, mais est arrivée cette deuxième personne, qui était totalement différente et aussi d'une autre culture. C'est une femme des pays de l'Est, donc vraiment deux femmes complètement différentes. D'accord. Donc deux femmes qui finalement touchaient une partie différente de vous-même. Exactement. Donc j'avais. Est-ce qu'on pourrait dire que vous n'étiez pas le même homme quand vous étiez avec l'une ou avec l'autre ? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que disons qu'avec la première, j'avais une relation du quotidien, disons.
Et avec la deuxième, c'était plus une maîtresse où je pouvais assouvir plus de fantasmes. Et pourquoi c'était des fantasmes que vous ne pouviez pas assouvir avec la première, hein? Alors, je ne saurais dire parce que c'était vraiment ouvert au niveau de notre relation et j'étais assez heureux sexuellement. Mais disons que la deuxième, c'est elle qui m'a apporté des nouvelles choses et des nouvelles aventures, quoi. Donc, voilà, j'étais vraiment... Excusez-moi, mais est-ce que ces deux sexualités communiquaient dans le sens où est-ce que ces fantasmes que la deuxième réveillait, est-ce que vous en faisiez profiter la première, par exemple, ou est-ce que c'était vraiment deux sexualités très cloisonnées? Non, je pouvais aussi faire profiter des choses que j'avais apprises avec ma maîtresse, quoi. Oui, mais dans ce que vous nous racontez, Michel, on a l'impression que la première aurait pu être une épouse et la deuxième, en effet, une maîtresse avec la fantaisie qu'apporte la maîtresse. Oui, c'est vrai. Oui. Et il s'est avéré que cette maîtresse venait vraiment juste pour des relations. Elle n'avait pas dans l'idée de construire une relation ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça m'allait très bien. Mais elle venait de plus en plus, quoi, au fil des mois. Et les sentiments se sont installés aussi, quoi. Donc vous étiez de plus en plus amoureux de la deuxième, si je comprends bien. C'était, ouais. Et alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien finalement, donc j'ai suivi cette double relation pendant 1 an et demi. Et bon, au niveau du planning et de la vie, ça devenait quand même compliqué. Vous sentiez mal quand vous étiez obligé de mentir? Est-ce que ça vous posait un problème de culpabilité ou pas? Alors pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est beaucoup de mensonges, des deux relations, lorsque les deux ne savent pas non plus. Donc c'était compliqué, mais j'avais pas de culpabilité, quoi. D'accord. Peut-être que quand on a des bons amis, ça aide. Oui, alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé vraiment pour moi. J'en ai pas trop partagé, même avec personne. Non, mais je veux dire, ça sert d'alibi, les amis. C'était ça que je voulais dire. C'est ça, bien souvent. bien souvent. Mais bon, au niveau du planning, c'était assez facile parce que déjà, je ne vis pas avec ces deux femmes. Et puis, on était à 1 heure l'une de l'autre, quoi. Donc... oui, elle risquait pas de se croiser. Oui. Mais en fait, c'est intéressant parce que vous dites non, j'avais pas de culpabilité et très bien d'ailleurs, mais il n'y a pas de raison. À la limite, elle ne savait pas, vous faisiez de mal à personne et puis c'était, ça vous arrive comme ça un petit peu soudainement. C'est pas comme si vous aviez eu une famille avec des enfants où là peut-être ça aurait été plus difficile à gérer. Oui, bien sûr, le fait d'être seul, c'était beaucoup plus simple. Et puis, et comme elle ne le savait pas, c'était assez facile, quoi. Et alors, finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous ne l'avez toujours pas dit. Il s'est avéré que, bon, il y a un moment, il y a eu un problème de conscience quand même. J'ai dit, bon, je peux pas continuer comme ça parce que... Ah, quand même, un peu de culpabilité. Oui. Et puis, je tenais aux deux. Et puis, je voulais pas faire souffrir. Pas si ça se savait. Forcément qu'un jour ça se fait, donc j'ai décidé de rompre avec la première pour rester avec la deuxième. Puisqu'elle était plus, vous étiez plus amoureux. Et est-ce que finalement ça s'est quand même terminé, si je comprends bien? Non, je suis toujours en couple avec la deuxième. Ouais. Et puis nous construisons notre vie. Et puis je suis vraiment amoureux. Donc il y a un happy end à cette histoire. Exactement. Ouais. Oui. Ben c'est bien. Merci de nous avoir raconté tout ça parce que finalement, moi ce que j'en retiens et le conseil que je donnerais à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez su être patient, de laisser du temps pour faire le bon choix parce qu'en fait c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut être sûr du choix qu'on va faire et ça c'est pas toujours simple dans le feu de l'action. Voilà. Eh ben merci Michel, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil et je vais vous parler des 3 étapes de la relation. Ce sera un Love Conseil notamment pour ceux qui viennent de se rencontrer cet été. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Emma Becker, on va parler des 3 étapes d'une relation, parce que évidemment, la rencontre, la première étape, elle est toujours positive. L'état amoureux nous rend enthousiastes et tout semble formidable. On passe tous par là quand on rencontre quelqu'un. Et la deuxième étape, on découvre un peu l'autre, on découvre son ego, on découvre nos différences, on découvre la personnalité de notre partenaire. Et on découvre notamment ce qu'on n'aime pas chez lui, parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'aime pas chez l'autre, quoi qu'il en soit. Et c'est là où il faut peut-être déjà être très vigilant, parce que si on découvre des choses qui ne sont vraiment pas faites pour nous, moi c'est ce que j'appelle les cartons rouges. Vous savez, par exemple, si vous détestez les chats et qu'il a 5 chats dans son appartement, à la longue, ça va peut-être pas le faire. Oui, oui, c'est justement tout le combat de quelqu'un qui essaie de garder la raison. C'est-à-dire, on sait très bien le poids de l'attirance physique, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut bâtir une relation viable. Après, effectivement, arrive le moment où l'autre se découvre. Mais je crois, moi, ça a toujours été mon problème. Dès que je découvrais des choses que je n'aimais pas, j'avais tendance à me dire, ok, cet homme-là n'est pas pour moi. À 35 ans, je comprends qu'il y a certaines choses qui font partie de l'autre, qui sont inaliénables et avec lesquelles il faut composer. Absolument. Et c'est là où on arrive à la 3e étape de la relation. Merci pour ce lien, parce que c'est la 3e étape qui fait qu'il faut la surmonter ou pas, et donc accepter d'être déçu, parce que on a tendance toujours à idéaliser l'amour et penser que l'autre va être tout à fait comme on aimerait qu'il soit, etc. La 2e étape, on découvre que c'est pas ça, et la 3e étape, c'est surmonter que l'autre n'est pas là pour satisfaire absolument tous nos désirs, tous nos besoins, et que donc il faut accepter de mettre son ego de côté et prendre l'autre pour ce qu'il est. Et à ce moment-là, on peut construire une histoire d'amour, mais c'est ce qui fait dire d'ailleurs qu'il faut aimer une seconde fois. C'est comme si on avait des lunettes qui nous rendaient aveugles quand on rencontre quelqu'un, et puis à un moment donné, on enlève les lunettes et il faut aimer l'autre pour ce qu'il est. Oui, et puis je crois qu'il faut surtout s'aimer soi pour ce qu'on est, parce que dans les premiers temps d'une histoire d'amour, on se met aussi en scène, c'est-à-dire qu'on donne à voir à l'autre ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est comme la vitrine la plus flatteuse de ce que nous sommes, puisque nous sommes dégagés de toute responsabilité, on est seulement dans cette petite bulle amoureuse. Donc arrive forcément le moment où on se rend compte que voilà, il faut se frotter à l'autre avec cette adversité. Est-ce que l'autre va pas me trouver en fait plus éteinte que je n'en ai l'air habituellement, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'être joyeux quand on a comme ça pas les enfants, pas le boulot, rien du tout. Il faut du coup à ce moment-là accepter que nous sommes autant une représentation que l'autre l'est. On s'est tous les deux mis en scène, et maintenant quand on n'est plus en scène, qu'est-ce qui reste comme comédien? Est-ce que ces comédiens sont faits pour s'entendre? Exactement. Et nous avons Juliette qui n'a pas un mais 2 Roméo. Bonjour Juliette. Bonjour mesdames. Moi je suis un peu intimidée parce que mon histoire elle est super belle. Elle est super belle dans le sens où j'ai un mari super magnifique. Ça fait pratiquement 40 ans qu'on est ensemble, et j'ai un amant que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Là on s'est séparés parce que sa vie a changé. Donc le parcours amoureux que j'ai moi, c'est j'ai un mari qui comprend, parce que mon mari sait la relation que j'ai. C'est vous qui lui avez dit, ou il l'a découvert? Oui, c'est moi. Non, c'est moi. En fait, à 40 ans, j'ai explosé un petit peu dans ma sexualité. Oui. Parce que je n'avais plus de relation avec mon mari sexuel. Ça s'est fait avec le temps, mais on est très fusionnel dans tout, mais pas sexuellement. Donc on a tout fait pour redémarrer tout ça, et ça n'a pas redémarré. Donc moi je me suis lancée, j'avais besoin de sexualité, donc je me suis lancée à
dans les clubs. Je suis partie dans les clubs et j'ai cherché. Donc j'ai eu plusieurs amants. J'ai eu 5 amants en 20 ans et dont le dernier où je suis restée 10 ans avec lui et 10 ans, par contre 10 ans en étant vraiment amoureuse de lui. Ouais, mais vraiment. Est-ce que vous sortiez en club seul ou alors avec votre mari? Est-ce que votre mari était au courant des amants? Alors oui, mon mari est au courant de tout. En fait, j'ai essayé d'amener mon mari dans les clubs pour essayer de le stimuler, pour essayer de voir, parce qu'en fait, je pensais peut-être qu'il avait les mêmes idées que moi, de voir. Et puis en fait, non, pas du tout. Donc là, il m'a laissé, j'ai laissé tomber l'histoire. Et moi, je suis partie seule, en fait. Oui, je suis partie seule. Et en fait, tous mes amants, je les ai trouvés pratiquement en club. Oui, bah remarquez, c'est souvent des bons amants, les libertins, faut reconnaître. Voilà, tout à fait. Et en fait, le dernier amant, c'était pas un libertin, c'est moi qui l'ai fait devenir libertin parce que moi j'aimais les clubs. Et en fait, on s'est rencontrés sur un site et il a toujours 16 ans de moins que moi. Et on s'entend super bien, on est très fusionnels de tout. Et c'est lui qui c'est lui qui met fin à la relation pour des raisons. Alors en fait oui, il était marié lui aussi et au confinement sa femme l'a quitté. Elle savait aussi, sa femme l'a quitté et en fait il a voulu retrouver quelqu'un dans sa vie parce qu'il était tout seul et on s'est séparés parce qu'en fait l'amour qu'on avait l'un pour l'autre l'empêchait de trouver quelqu'un. Oui, c'est beau ce que vous dites. C'est beau ce que vous dites parce qu'on sent bien qu'il vous a pas mis d'ultimatum, il n'a pas demandé à ce que vous quittiez votre mari, il a compris que vous étiez dans un lien fort avec votre mari et que c'était à lui de partir, quoi. Les bases aussi de notre relation ont été vite mises. En fait, quand j'ai un amant, je dis que je ne partirai jamais parce que mon mari, je tiens trop à lui. J'ai beaucoup de respect pour lui aussi parce que le fait de le lui dire, c'est avoir du respect, de pas mentir. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et ça marche. Voilà. Et excusez-moi, comment est-ce que votre mari a vécu dans les premiers temps le fait que vous ne partagiez plus cette chose physique et que vous arriviez à trouver avec un autre homme, puisque votre dernier amant, apparemment, vous étiez amoureuse. Et alors, cet amour-là, comment est-ce que votre mari gérait Très mal. Très mal. Est-ce qu'il a été un peu excité quand même quand c'était juste des amants et qu'il a vécu très mal quand il y a eu des sentiments, ou est-ce que dès le début, c'était difficile ? Dès le début, ça a été difficile, mais il l'a accepté parce que je lui ai vraiment dit plutôt que de vous perdre, oui. Oui, ouais, je lui savais je lui ai fait comprendre et je lui ai dit que je ne partirai jamais parce que notre relation, elle était plus forte que ça, que je vais pas partir que pour du sexe. Alors la question qu'on peut toujours se poser, Juliette, mais moi encore une fois, je ne vous jugerai sûrement pas. La question qu'on peut toujours se poser, est-ce que finalement vous lui avez dit pour vous sentir pas coupable justement de lui cacher quelque chose, oui. Mais à ce moment-là, le prix que vous lui faites payer, c'est de le faire souffrir, ou est-ce que c'est parce que vous pensiez que c'était plus simple pour lui d'être au courant que de laisser un secret s'installer entre vous ? C'est ça. Moi, je pense que je l'ai amené quand même petit à petit sur ce terrain-là. J'y ai pas dit ça y est, c'est bon. Je l'ai amené tout à petit. Bon, ça a été très difficile, mais après, il comprenait que, en fait, je suis deux personnes différentes. Je suis la personne avec lui et je suis une autre personne avec l'autre. Et je sais faire la part des choses, en fait, de savoir. Mais vous appuyez sur ce que j'ai dit dès le début de l'émission, c'est que en effet il y a un dédoublement. Michel le disait aussi, je suis pas le même homme avec les deux. Mais j'ai pas le même prénom avec mon amant qu'avec mon mari. Ah oui. Oui, c'est une façon en effet de mettre des mots sur votre dédoublement de personnalité, oui. Oui. Et dites-moi, est-ce que votre mari avait en parallèle lui-même des maîtresses ? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mon mari. Donc on pourrait peut-être dire que sexuellement, vous n'étiez peut-être déjà pas de base compatible, ce qui vous a pas empêché de construire une relation très forte. Ah, de base, on n'était pas. Depuis le départ, notre sexualité, c'est un chaos total. On n'a jamais été compatibles. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Parce que visiblement, vous semblez être une jouisseuse. Donc, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un homme qui n'est pas un jouisseur ?
Alors, mon parcours, il est très... je le sais tout ça pourquoi, parce que j'ai suivi une thérapie, donc voilà, étant enfant, j'ai été violée par mon frère pendant plus d'une dizaine d'années. Et en fait, je vivais dans une famille un petit peu... D'accord, j'ai compris. Donc, voilà. Il vous fallait un mari sécurisant, oui. Ouais, quand il est arrivé, il m'a sauvée. C'est mon sauveur. Mon mari a été là au moment où j'ai eu besoin d'être sauvée. Voilà. Et je lui dois ça. Et il m'a sauvé la vie parce que j'étais à un moment où j'allais mourir. J'étais dans une période où j'allais mourir. Il est arrivé à ce moment-là et notre vie s'est construite autour de lui. Je l'aimais. Enfin, je l'aime toujours. Je l'aimais beaucoup. Mais je me suis raccrochée à la personne qui m'a sauvée. Et ça, la thérapie, j'ai compris maintenant le pourquoi. Et c'est pour ça que aussi à 40 ans, j'ai voulu me prouver sexuellement que je valais quelque chose parce qu'on m'avait tellement sali que je savais pas ce que je valais. Je savais rien de la sexualité. Je me suis jetée. Mais Juliette, il est certain que ces aventures avec ses amants vous ont certainement aussi permis de dépasser l'abus et d'en faire quelque chose de positif, évidemment. Oui, et ça, il l'a compris, mon mari. Enfin, mon mari, c'est tout. On en a discuté et il comprend pourquoi aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes d'aimer deux personnes aussi, mais parce que ils sont complètement différents tous les deux et c'est ça qui était aussi le plus pour moi, c'est que la différence physique elle est énorme et après le reste. Mais je ne pourrais pas vivre avec mon amant. Par contre, je sais que je ne pourrais pas vivre avec lui. Je prends que les bons moments. Je prends que les bonnes choses de lui. Et Juliette, c'est une question piège que je vous pose, vous n'êtes pas obligée de répondre. Mais imaginons que vous rencontrez demain un homme qui soit votre nouvel amant et qui lui aussi soit sécurisant et que vous l'aimiez. Est-ce que vous finiriez par quitter le mari ou pas du tout ? Non, je quitterai jamais mon mari. Jamais. C'est un lien de loyauté très fort qui vous relie. Oui. Non, il a été trop... il est trop. Oui, vous lui devez beaucoup, donc vous avez la reconnaissance. Puis je me dis, c'est bête de casser aussi plein de choses, parce qu'on est très fusionnel, on a des enfants, on a des petits-enfants, on est très fusionnel dans tout. Se quitter que parce que il me manque du sexe, ça serait bête de foutre ma vie en l'air pour ça, quoi. Parce que je retrouverai pas aussi. C'est plus facile de retrouver un amant que cet homme qui vous a tant apporté. Mais voilà. Écoutez, merci vraiment Juliette de votre témoignage parce que d'abord c'est un très beau témoignage et puis c'est un témoignage où on se dit mais comment peut-on juger Juliette finalement ? Parce que c'est encore une fois cette violence qu'on vous a faite qui fait que vous avez choisi ce mode de vie. Et moi j'ai envie de dire, c'est peut-être heureusement que vous avez ce mode de vie parce que sinon vous seriez peut-être pas bien du tout dans votre vie. Donc merci beaucoup Juliette. Merci à vous. Non, merci à vous. Emma Becker, c'est comme on le dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Ah bah oui, ça bien ferait sûr. Un joli roman. Ça ferait un joli roman et on l'inventerait qu'on ne croirait pas. C'est exactement. Merci en tout cas, mais c'est pour ça que je suis tellement heureuse tous les jours de vous retrouver, de vous écouter dans vos histoires, les vôtres. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Emma Becker est avec nous, romancière et autrice de ce livre Le Mal Joli aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez votre histoire, un mari et un amant que vous rencontrez et avec qui la passion s'éveille, vous enflamme, et j'en dis pas plus, parce que il faut le découvrir au fil des pages de ce qui se passe justement. Émilie, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Emma. Bonjour. Alors vous avez été souvent à l'inverse, oui, vous êtes la maîtresse. Souvent maîtresse. C'est ça, oui. Pendant plusieurs années, j'ai fréquenté des hommes mariés. Et alors, le dernier en date, c'était un ami. Et je craquais vraiment pour lui. Alors un jour, je suis allée le voir pour lui dire que j'allais arrêter d'être amie avec lui parce qu'il prenait trop de place dans ma tête. Et en fait, à ma grande surprise, il a saisi la balle au bon et on a commencé à se fréquenter.
Et j'étais un peu mal à l'aise parce que je connaissais sa femme. Et donc, vous étiez amie avec sa femme ou juste non? Voilà. Oui, j'étais amie avec les deux. D'accord. Et alors que lui, on me disait qu'il était très à l'aise avec sa femme et de m'avoir moi à côté dans sa vie. En tout cas, moi, puisque j'étais mal à l'aise, je le voyais qu'à l'extérieur de chez lui, voilà. Et ça s'est rapidement arrêté parce que moi, je voulais construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un de disponible. Et lui ne voulait pas d'histoire suivie en parallèle de son mariage. Cela dit, il est rapidement revenu et j'ai dit oui et on s'est refréquenté. Ensuite, on a arrêté et après, c'est moi qui suis retournée le voir et on s'est refréquenté et ça s'est arrêté. Enfin voilà, ça a été comme ça pendant 8 mois. Et la dernière séparation, donc c'est lui qui m'a dit qu'il allait arrêter. Et moi, ça m'a vraiment énervé d'être jetée encore une fois. Et donc, quand il est revenu, et cette fois-ci, j'ai dit non. Et puis, j'ai coupé les ponts avec lui. Et ce que j'entends quand même, c'est que de manière peut-être inconsciente, vous auriez bien aimé le prendre à sa femme. Vous aviez peut-être une sorte de désir mimétique par rapport à cette rivale, justement. C'est possible, je sais pas. Avec le recul, je me dis que peut-être oui, c'est ça, mais pendant que je vivais la situation, je savais bien qu'il n'était pas disponible et que ça n'allait pas durer. Mais vous trouviez quand même, j'imagine, un attrait érotique, en tout cas érotisant, au fait d'être une maîtresse. Vous en étiez pas à votre coup d'essai, non? Enfin, vous aviez l'air de dire que c'était un peu, que vous aviez eu plusieurs hommes mariés. Oui, disons que si un homme me plaisait, que c'était réciproque, et c'est parti, quoi. Oui, mais Émilie, ce que dit Emma Becker est intéressant parce qu'en fait, il y a en effet les femmes qui aiment bien être la maîtresse parce que ça leur permet de garder leur liberté et puis elles ont les avantages sans les inconvénients. Et puis il y a des femmes qui sont souvent attirées par des hommes mariés parce que ça excite la question de la rivalité. Et ce qui est excitant à ce moment-là, c'est de se dire peut-être que je vais réussir à le prendre à l'autre. Je sais pas, je me reconnais plus dans la première description. Oui, mais c'est possible. Ça me permettait de garder ma liberté. Mmh. Mais en même temps, vous vous dites quand même qu'à un moment donné, comme il ne voulait pas s'engager, vous le quittez. Vous voyez, donc c'est pas si clair que ça pour vous, me semble-t-il. Peut-être. Ce que je vois surtout chez cette personne, c'est que il a beaucoup de succès et que, en théorie, il est fidèle. Et je me disais, pour moi, il a fait une exception. Donc, vous voyez, donc on voit bien qu'il y a quand même une excitation du fait qu'il était marié et c'est ça il y avait une sorte de victoire que vous avez réussi à obtenir. Ou est-ce que ça n'est pas un peu une morsure d'orgueil dans le sens où vous avez dit quand il est parti, ça m'a énervé. Vous n'avez pas dit ça m'a brisé le cœur. Vous avez dit ça m'a énervé. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une part de narcissisme, et je dis ça sans, il n'y a pas de négatif dans le terme, mais dans ce pli que vous avez pris d'être avec des hommes mariés? Je sais pas, j'ai pas vu la chose comme ça. Ce que je me dis, ou ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que pendant plusieurs années, les hommes qui me plaisaient étaient mariés et les femmes qui me plaisaient étaient hétéros. Donc à chaque fois, j'étais face à un mur. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Vous êtes avec quelqu'un ou toujours seul? Alors, justement, j'ai arrêté cette histoire-là il y a plusieurs mois et j'ai bien fait parce que ça m'a permis d'être disponible émotionnellement et dans ma tête et dans ma vie pour rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai fait une jolie rencontre et j'ai bon espoir que ça se passe bien. Et celui-là est seul, alors il est libre? Oui, j'ai vérifié. Et est-ce que, avec votre expérience justement, est-ce que vous craignez qu'il y ait dans le tableau à plus ou moins long terme une femme qui occupera cette position de maîtresse? Parce que quand on est maîtresse d'un homme marié, la femme de cet homme, c'est un peu comme une vanité. C'est-à-dire, souviens-toi que tu vas mourir, souviens-toi de ce que tu vas devenir et tu deviendras la femme et une autre sera la maîtresse. Et je ne veux pas vous faire peur. Je sais pas trop. Je sais pas. Alors, j'ai pas pensé à ça. Je me suis plutôt demandé s'il voulait une relation exclusive ou pas. Mais voilà, c'est plutôt l'interrogation que j'ai.
Ah bah oui, mais donc il y a quand même cette idée de... Et pour vous, c'est important si vous vous engagez avec lui, que ce soit réciproque et exclusif? Oui, j'ai envie que ce soit exclusif. Et enfin, c'est un peu difficile parce qu'en fait, j'aime bien les hommes et j'aime bien les femmes. Et je me dis qu'il n'est pas exclu que je sois attirée par une femme pendant que je suis en relation avec cet homme. Donc j'aimerais que ce soit exclusif pour ma part avec cet homme et avoir une relation exclusive avec une femme en même temps. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai pas envie de fréquenter d'autres hommes en même temps que je fréquenterai lui. Oui, mais on sent que quelque part quand même, cette expérience d'avoir été avec plusieurs fois avec des hommes mariés, ça vous a plu, ça vous a excité, mais que c'est plus trop votre histoire. Hein. C'est vrai que j'en ai eu marre et comme je l'avais dit au dernier homme marié que j'ai fréquenté, c'est que oui, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un du disponible maintenant. Mais je pense que ça vous ferait avancer dans la compréhension de vos désirs, de travailler un petit peu sur cette question de désir mimétique et de rivalité féminine. D'autant que vous me dites bien que vous êtes aussi attiré par les femmes. Il y a votre rapport au féminin, il y a quelque chose à comprendre, je pense, chez vous, qui vous aidera à mieux choisir votre vie amoureuse. Bon, merci du conseil, je prends bonne note. Oui, prenez bonne note, mais bon, après, il suffit peut-être que pour vous de simplement d'y réfléchir un petit peu. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça vous entendiez comment avec votre mère? J'ai mis beaucoup de distance parce qu'elle me cassait les pieds et je remarque qu'à l'âge adulte, j'ai toujours pas pardonné et c'est quelque chose à travailler. Bah oui, peut-être. Et qu'est-ce que vous n'avez pas pardonné? Qu'elle me bride, qu'elle m'enferme à la maison, qu'elle m'interdise de sortir, de voir des amis garçons et qu'elle m'autorise uniquement à sortir voir des amis filles, qu'elle donne plus de droits à mes frères qu'à moi parce que moi j'étais une fille, voilà, des choses comme ça, que j'ai toujours en travers de la gorge. Oui, mais je pense que la vie des femmes, effectivement, est jalonnée comme ça de petits compromis, d'interdictions, de petites vexations qui nous modèlent aussi dans nos rapports à l'autre. Donc cette suggestion de penser à vous, peut-être de faire un travail, de toute façon, ne peut être que passionnante. Ok, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a là-dessous. Bon, en tout cas, je voulais juste quand même préciser, tous ceux qui nous écoutent, tous les hommes ne sont pas infidèles, tous les maris ne prennent pas une maîtresse, et comme toutes les épouses ne prennent pas un amant. Les chiffres, les derniers chiffres d'ailleurs sont pas si dramatique que ça n'évolue pas beaucoup. La majorité quand même reste fidèle. Mais oui, je vous assure, Emma Becker, vous avez l'air sceptique. Non, je vous assure, il y a plus d'un homme sur deux qui reste fidèle à sa femme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ceux qui sont infidèles, évidemment, sont très infidèles. Ça doit être ça. Hein. Oui. Ou alors il y a des gens qui mentent. On sait très bien aussi toute la difficulté de ces enquêtes. Bien sûr. Quand on pose la question, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Peut-être que si c'est juste un coup d'un soir, il considère que c'est pas la tromper. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle tromper quand on sait que la plus grosse tromperie, de toute façon, elle est faite en pensée, et ça, on ne peut rien y faire malheureusement. Non, mais c'est pas une tromperie. Non, il y a l'acte qui compte. Et oui, alors moi je suis bien d'accord, mais bon. Je crois qu'il y a d'autres avis sans doute. Non, nos pensées, on n'est pas responsable de nos pulsions et de nos pensées. Par contre, on est responsable de nos actes, me semble-t-il. Bon, alors, la petite devinette du jour, Emma Becker, vous avez le temps des infos pour trouver ma réponse. Pourquoi les pénis n'aiment pas les films porno? Vous avez le temps des infos éventuellement pour trouver une réponse. Quant à nous, on va continuer bien sûr après les infos à vous écouter. Vous avez vous aussi vécu une histoire entre deux hommes ou deux femmes où vous êtes dans cette situation, vous avez envie d'en parler. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite après les infos, on décodera ce dicton, la passion n'est pas faite de connaissances mais d'espérance. Et puis si vous avez envie aussi de réagir, si vous trouvez que c'est inacceptable d'aimer deux personnes, en tout cas de ne pas faire le choix, vous pouvez aussi bien sûr réagir sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Amazon. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous continuons entre les deux. Mon cœur balance. Vous connaissez peut-être cette chansonnette que l'on chante quand on est enfant. Eh bien, quand on est adulte, c'est peut-être un peu plus compliqué. On en parle aujourd'hui avec Emma Becker à l'occasion de la sortie de ce roman. Il vient juste de sortir. Il est tout chaud. Le mal joli, c'est aux éditions Albin Michel. Eh bien, c'est un joli livre qui raconte bien cette histoire d'une femme amoureuse d'un autre homme alors qu'elle est avec un mari, des enfants, et je vous invite vraiment à le lire si vous avez envie de bien comprendre que ça peut arriver et qu'on n'y est peut-être pas pour grand chose dans tout ça. Alors, on va commencer par la devinette et votre réponse. Emma Becker, pourquoi les pénis n'aiment pas les films porno? Je crois que si j'étais un pénis, j'aimerais pas ça non plus, parce que le regard du porno sur le pénis est uniquement de l'ordre de la performance, il me semble, et que ça n'est pas très rassurant de voir. Complexe, vous croyez? Je pense que ça complexe et que ça émascule énormément, et puis ça perpétue cette idée qu'il n'y a de sexualité que s'il y a pénétration, érection. C'est pas ça du tout. Les pénis n'aiment pas les films porno parce que ça les oblige à rester debout pendant toute la séance. D'accord, oui, j'étais loin. Bon, alors la passion n'est pas faite de connaissances mais d'expérience. Alors vous qui racontez cette histoire passionnelle dans votre livre, c'est intéressant, parce que la passion, c'est pas de l'amour. Non, la passion, je pense que c'est le brouillon un peu fou de l'amour, c'est la feuille sur laquelle on a fait toutes les esquisses, et il faut voir effectivement ce qu'il en reste à la fin. La passion est un crépitement, il faudrait avoir la sagesse d'attendre que ce crépitement s'apaise, mais il y a certaines situations qui font que la patience est compliquée, c'est-à-dire quand on est marié, quand on a des enfants, on n'a pas tout le temps du monde et certainement pas le temps d'essayer de réduire une histoire à des proportions viables. Donc ça veut bien dire ça, la passion n'est pas faite de connaissances mais d'espérance, c'est-à-dire qu'on espère qu'on a rencontré le grand amour, l'âme sœur, etc. Mais c'est de l'espérance, la connaissance ce sera au fil du temps, au fil des mois qu'on saura si c'est bien de l'amour ou si c'est une bêtise, et à ce moment-là il vaut mieux ne pas aller plus loin. C'est pour ça que je vous invite toujours à prendre un peu de temps avant de prendre une décision quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes amoureux. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, Emma Becker. Bonjour. Oui, je vois que vous parlez beaucoup de maîtresses pour la rentrée des classes. Enfin, c'est vraiment le sujet bien à propos. Je n'ai pourtant pas de règles, Nicolas. Mais je sais pas si vous l'avez fait exprès, mais... Donc voilà, moi je vais vous raconter un peu ma petite histoire un peu compliquée à l'époque. Bon, là j'en suis sorti. Ouais. Donc j'étais en couple avec... Alors je suis bi, voilà, on choisit pas, voilà. Et j'étais donc avec une personne que je pourrais appeler Patricia. Et puis j'ai entretenu auparavant une autre relation avec, on va l'appeler Pascal, avant de la rencontrer. Donc dilemme. On va peut-être l'appeler autrement que Pascal, parce que Pascal ça peut être une femme. On va l'appeler Hugo. Oui. Allez Hugo. Allez. Ça vous va pour Hugo. Oui, ça me va. Oui, très bien. Donc je me retrouve donc tombé amoureux comme ça, enfin tombé en amour, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc ça n'était pas prévu au programme. Et puis donc j'ai entretenu cette relation très importante pour moi, puisqu'elle dure encore. Avec Hugo, donc Patricia, donc on s'est séparés, mais pas pour ces raisons-là, pour des raisons plutôt matérielles, où j'ai fait un peu mon projet tout seul. Bref, ça n'a aucun rapport avec la sexualité ni avec la relation. C'était complètement une séparation complètement différente. Je suis resté 7 ans avec elle, et pendant ces 7 ans, j'ai énormément culpabilisé parce que je voyais Hugo régulièrement. Et que je pouvais pas m'en passer parce que c'est avant tout un ami. Alors donc on n'a pas une relation gay ou on a un projet de vivre ensemble en couple, etc. Lui a une vie d'hétéro à la base, et donc voilà quoi, c'est 2 registres différents. Alors ça me rassurait un petit peu parce que je me dis je n'ai pas été chercher une autre femme, donc c'est un homme, il a quelque chose de plus qu'elle a pas. Donc, je me demande bien quoi, moi. Alors, vous devinez, Brigitte, quand même. Je ne sais pas, je ne vois pas. Vous voyez, vous, Emma Becker? C'est vraiment, j'ai quelques doutes, mais bon. Donc oui, alors le fait qu'il y ait ça en plus, si vous voulez, je me disais, bon, s'il n'y a pas la rivalité, je vais vraiment chercher un autre registre et un autre type de relation. Vous parlez de passion, effectivement, Hugo, c'est la passion. On n'est pas amoureux.
mais on s'adore, mais de passion. En fait, c'est indéfinissable en fait. Il m'a dit, pour plus te voir, il faudrait qu'un avion me tombe dessus. Voilà. Mais quand vous dites qu'il a une vie d'hétéro, excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais moi je l'ai connu quand même avec tout le temps que je le connais, ça fait 30 ans donc. Je l'ai connu avec 8 compagnes différentes. Ah oui, d'accord, voilà. Donc c'est un homme à femme. Hein. Voilà, oui, puis il plaît beaucoup, puis il le revendique, et puis on n'imagine même pas, en le voyant, qu'il puisse avoir des relations avec un homme, enfin, style un peu sportif, enfin, style vraiment hétéro, quoi. Alors que pas de cliché, Nicolas, s'il vous plaît. Non, mais franchement, il y a rien qui pourrait laisser imaginer. Parce que qu'est-ce qui laisse imaginer, d'après vous, qu'on puisse être homo, Nicolas? Des paroles, des allusions, de la gestuelle. Moi, je capte. Hein, il y a des personnes, je vois un peu. Je suis assez, je capte des choses, mais là, il y a vraiment rien qui pourrait paraître. Il y a des petites choses, sans tomber dans le cliché. Mais enfin, moi, on va dire, on se reconnaît entre nous, on va dire, voilà. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un passing hétéro. Mais donc, quand vous l'avez rencontré, vous n'avez pas pensé qu'il était homo, donc, du coup? C'est un peu moi qui l'ai perverti, quoi, entre guillemets. Perverti. Non, je plaisante. Non, parce qu'il était consentant, hein, donc. Mais voilà. C'était la première fois. C'est la première fois qu'il avait une aventure avec un homme. Oui, mais il en a jamais eu d'autres avec d'autres hommes en plus, contrairement à moi, qui suis un peu libertin, je suis un peu plus olé. Lui, il est un peu plus classique et il fera pas ça avec un autre homme, en fait. Il m'a toujours dit. Et qu'est-ce qui vous empêcherait en fait de vivre à deux? Parce que ce que vous décrivez, même cette passion, ça peut être une passion amicale, c'est tout à fait viable pour vivre ensemble en bonne intelligence. Ça c'est pas... Non, je pense pas que ça sera possible. Et puis lui, il a pas envie. Et lui, c'est les femmes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on se voit très souvent. Hein. On se voit 1 fois par semaine. On s'appelle quasiment 1 jour sur 2. Enfin voilà, il y a une relation très suivie, on va dire. Hein. Voilà. Mais vous pensez que lui est socialement, est gêné à l'idée de socialement montrer qu'il est avec un homme? Ah oui, complètement. Ah oui, plus que moi. Moi, je suis plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Oui, vous semblez à l'aise en tout cas avec ça. Oui, ça va. Et vous avez envie de retrouver une femme ou est-ce qu'au fond vous êtes quand même plutôt attiré par les hommes? Je sais plus où j'en suis là, en ce moment. C'est une histoire de personne en fait. C'est pas une histoire de sexe. Moi, c'est compliqué parce que c'est plus une histoire d'être bien avec quelqu'un. C'est pas ça peut être. Mais c'est pas la première fois que vous témoignez, hein, Nicolas. Et on entend bien que cette histoire elle vous ronge quand même. Hein. C'est une histoire qui est compliquée pour vous. Non, pas du tout. Non, c'est pas celle-là qui me ronge. C'est une autre. Ah bon? C'est une autre parce que je suis aussi, il le sait, j'ai aussi un petit pincement pour quelqu'un d'autre. Celle-là, non, elle se passe très bien justement. Mais en parallèle, c'est vrai que la fameuse histoire qui me ronge dont vous faites allusion, c'est plus compliqué parce que là, on est suffisamment à l'aise même pour en parler, je vais vous dire. Vous voyez? Mais est-ce que ça... On n'est pas en couple. Ça vous ronge pour quelle raison? Parce que si lui voit d'autres femmes sur le côté, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas avoir une affaire aussi clandestine? Non. Oui, excusez-moi, non, l'histoire qui me ronge, c'est celle qui n'aboutit pas, qui fait dont Brigitte parlait, que j'ai témoigné auparavant. C'est une autre histoire, en fait. L'histoire avec Hugo, ça ne me ronge pas, tout se passe bien. Donc, c'est ce qui vous ronge, c'est un homme dont vous êtes un peu amoureux, mais qui ne veut pas de vous, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est celle-là dont vous parliez. Mais ça, c'est encore une autre, parce qu'on va se mélanger. Non, on va pas se mélanger, mais ça laisse à penser, encore une fois, Nicolas, et on en a parlé, je crois, avec Emma Becker, mais je pense que c'était hors antenne. Je crois que c'est l'histoire avec vous-même qu'il faut peut-être un peu éclaircir. Je sais pas, Parce qu'au fond... on a l'impression que vous recherchez chez les autres quelque chose qui vous manque. C'est ce qui fait souvent quand on est mal en amour, et ça semble être un peu votre cas dans tout ce que vous nous racontez. Hein. Quand on est mal en amour, en règle générale, c'est qu'on est mal en amour avec soi. Hein. Alors je suis pas mal en amour avec Hugo, puisqu'il n'y en a pas. C'est vraiment de l'amitié très forte et de la passion, et ça me rend pas du tout mal. Hein. Vraiment. Non, j'ai bien compris, mais vous dites bien. Vous êtes d'accord pour dire quelque chose. Parce que sincèrement, Nicolas, et ça je le dis pour vous, mais je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Quand on est attiré par quelqu'un qui ne veut pas de nous,
Il faut en faire le deuil le plus rapidement possible parce que de toute façon c'est voué à de la souffrance et ça ne sert à rien d'essayer d'espérer quelque chose qui de toute façon ne viendra pas. C'est se faire du mal. Oui, mais faut le dire à la personne en question qui me donne des signes en fait, qui accepte un massage. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord, Nicolas. Cette personne, elle joue de vous. Mais vous acceptez de jouer et ça vous fait du mal. Donc oui, sauf que vous venez de le dire, il n'y a pas d'espoir. Donc il faut couper les liens avec cette personne et arrêter de souffrir. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vous qui vous faites du mal. C'est parce que vous avez toujours la possibilité de dire stop. On a toujours la possibilité de dire stop. C'est vrai. Mais bon, ça se passe bien avec Hugo, donc j'ai quand même très bien. Vraiment de la compensation et puis du bonheur. Merci Nicolas de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie d'Emma Becker, autrice de ce livre Le Mal Joli. C'est un roman aux éditions Albin Michel qui est un peu le fil rouge du thème d'aujourd'hui, aimer deux hommes en même temps. Et on vous invite évidemment, vous aussi, à témoigner. Bonjour Ophélie. Bonjour Brigitte, bonjour Emma. Bonjour. Eh bien, on vous écoute. Oh oui, alors moi, c'est pas deux hommes, c'est un homme et une femme. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est assez bien vu quand même. Enfin, je veux dire, c'est bien vu. Je sais pas, c'est idiot ce que je viens de dire, mais ça arrive beaucoup plus qu'avant. Oui, tout à fait. Donc c'est récent pour moi parce qu'avant, j'étais plutôt hétéro, avec effectivement une certaine attirance pour les femmes. Donc je n'avais pas encore vraiment, on va dire, été côté femme. Donc là, l'occasion s'est présentée que ce soit monsieur et madame. Donc effectivement, j'ai eu un petit coup de cœur pour les deux. Et mais donc, ils sont en couple ou bien c'est deux personnes différentes? Oui, ils sont mariés. D'accord. Non, ils sont mariés, effectivement. Et quand ils ont aménagé dans la région, ils devaient aménager avec une autre femme qui était en couple avec eux, et puis finalement elle s'est désistée, donc en fait ils ont fait construire une maison où il y a une partie, donc il y avait la partie pour la dame en question et leur partie à eux qui est encore en travaux pour le moment. Donc effectivement j'envisage quand leurs travaux de leur côté sera terminé, emménager, donc on aura la maison, on va dire, assez individuelle, chacun de notre côté, tout en étant plus ou moins la même. D'accord. Voilà. C'est quand même intéressant, cette histoire de trouble, parce que Emma Becker, c'est quand même quelque chose que j'entends, pas tous les jours, mais quand même de plus en plus. C'est vrai. Il y a quand même quelque chose de nouveau là qui est en train de grimper dans la société. Mais quand vous dites vous êtes en trouble donc avec cet homme et cette femme, est-ce que vous ressentez la même chose pour lui et pour elle Et peut-être pas tout à fait. Effectivement, j'ai un plus gros coup de cœur pour madame que pour monsieur. D'accord. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que vous vous accommodez de la présence du monsieur? Non. Et comme vous disiez en début d'émission, ils sont très différents l'un de l'autre. Donc il y a cette différence entre les deux. Et je trouve ce que je trouve chez l'un, je le trouve pas forcément chez l'autre. Et puis il faut savoir qu'en même temps, il y a quand même une assez grande différence d'âge entre nous. Il y a une vingtaine d'années. Et donc du coup, ils sont toutes, parce que pour moi c'était tout nouveau. Oui, ils sont plus vieux que vous, j'imagine. Hein? Oui, tout à fait. Et donc parce que ça a toujours été leur mode de vie. Et donc moi c'était pour moi de la découverte, et comme je suis libertine, ils s'accommodent du fait que je puisse avoir votre vie des aussi, amants à côté. Oui. Voilà. Ce que je voudrais juste dire, Ophélie, je vous mets juste en garde parce que c'est mon rôle aussi. Faites juste attention qu'ils ne vous utilisent pas trop, parce que le danger dans ce genre d'histoire, de ce couple qui vous prend
comme un objet qu'on fait introduire dans son histoire, c'est que vous que vous ne soyez pas utilisé. C'est-à-dire qu'il faut que vous y trouviez vraiment votre compte, et si vous avez l'impression qu'on vous manipule un peu, soyez prudente. Donc voilà. Alors, je crois que je peux vous rassurer, franchement. Mais j'espère bien. Ouais, non, ils sont très aux petits soins. J'ai en fait envie de couple que j'ai eu juste avant, et j'ai jamais été traitée aux petits soins comme je le suis là actuellement. Jamais. Et moi j'ai une question pour vous, et sentez-vous libre d'y répondre ou non, mais si demain vous aviez envie d'avoir une relation uniquement avec cette dame et pas ce monsieur, est-ce que ce serait possible ? Eh bien, figurez-vous que monsieur privilégie ma relation avec madame et s'écarte assez souvent. Donc vous pouvez faire l'amour toute seule avec elle sans qu'il soit présent? Tout à fait, il le fait régulièrement, c'est-à-dire qu'il va passer le début de la nuit avec nous et puis il s'en va et il nous laisse toutes les deux. D'accord. Et est-ce que si vous n'aviez plus envie de faire l'amour avec cet homme, ce serait possible? Il me le reproche pas parce que justement au début de notre relation, on avait beau être tous les trois, il se passait plus de choses avec madame et quasiment rien avec lui en fait. D'accord. Il aime bien regarder au fond, il préfère sans doute regarder. Voilà, donc je pense que ça poserait pas de problème non plus. Ce qu'on entend entre les mots quand même, Ophélie, c'est qu'au fond c'est elle qui vous plaît, c'est pas lui. Plus, oui, comme je l'ai dit au début, oui, plus. Ça me paraît assez évident. Et finalement, vous y trouvez un avantage parce que c'est finalement, j'allais presque dire de bons parents. Enfin, il y a quelque chose comme ça de rassurant dans ce couple qui prend soin de vous, qui est prêt à vous héberger. C'est peut-être aussi une sécurité matérielle plus facile. Enfin, et pourquoi pas? Bien sûr. Et ça. Enfin, je veux dire, ça a de la valeur, tout ça aussi. Oui, il y a vraiment, je vais le dire, c'est des gens formidables, mais ils le font qu'avec moi. C'est qu'ils le feraient pour tout le monde, en fait. Et malheureusement, eux, par contre, se font avoir par cette générosité qu'ils ont par les autres personnes. Voilà. Mais moi, c'est vrai que je mets les freins. Qui me reproche d'ailleurs de freiner les choses en disant mais on le fait avec plaisir et ci et ça, et c'est vrai que moi j'ai pas cette habitude là d'accepter tout ce qu'on me donne, et j'ai tendance à freiner un petit peu. Vous avez bien tort. S'ils ont envie de vous le donner, c'est qu'ils ont envie de vous le donner. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui leur demandez, c'est pas vous qui les manipulez. Donc profitez pleinement. Vous leur offrez votre jeunesse, votre beauté, votre élan vital, parce qu'on vous sent très joyeuse. Donc profitez de ce qu'ils vous donnent en échange. Je commence à le faire parce qu'effectivement, je vois que monsieur est peiné par le fait que par mes refus. Donc du coup, j'accepte leur aide parce qu'effectivement, par exemple, actuellement, j'ai des problèmes avec ma voiture. Ils me prêtent leur deuxième voiture et je vois que c'est fait avec plaisir et ils ont envie de m'aider. Comme moi, je leur rends des services différemment en les aidant parce qu'on fait des conserves et je viens leur donner un coup de main. Il y a des travaux, je viens leur donner un coup de main. Voilà, on se rend mutuellement des services, quoi. Mais est-ce que dans les services que vous leur rendez, est-ce que vous incluez de temps en temps quand même quelques rapports sexuels avec monsieur pour le bien disposer, en quelque sorte? Eh bien, ça ne s'est jamais vu que je me retrouve seule avec monsieur pour avoir un rapport sexuel. D'accord. Et est-ce que vous ressentez de la jalousie à l'idée qu'il fasse l'amour avec sa femme que vous aimez? Là, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, pas du tout. Ah non, c'est pas du tout mon truc, la jalousie. Non, au contraire, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Moi, j'estime que justement, moi, je ne suis que là après et je n'ai pas à être jalouse. Alors ça, vous verrez bien, parce que les sentiments, ça vient, ça grandit, ça meurt, vous verrez bien. Ça fait combien de temps que vous les avez rencontrés? Et c'est récent, ouais, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an, 1 an et demi. D'accord, oui. Exactement. Donc déjà, il y a quand même un peu de recul déjà. Oui,
oui, tout à fait. Non. Et puis alors, mon truc, la jalousie, ça n'a jamais été mon truc. Pour vous dire, j'ai porté des cornes pendant des années, et j'en ai jamais fait cas. Et c'est ce qui faisait peut-être, entre guillemets, chier mes compagnons, c'est que je leur faisais jamais de scène de jalousie quand ils allaient voir ailleurs. Bon. Et ça, peut-être qu'ils supportaient pas, et je sais pas, et ça m'était même reproché presque par eux. En tout cas, vous avez l'air d'une bonne camarade. Oui, ça. Après, moi, ce qui doit se faire se fera. Hein. C'est pas la jalousie qui empêchera quoi que ce soit. Et la plupart des histoires, quand elles arrivent, c'est parce que monsieur ou madame est trop jaloux et que ça pousse vers la connerie. Non, pas forcément. Vous savez, la jalousie, c'est encore une fois, c'est un ressenti. On n'est pas responsable non plus de ces ressentis, malheureusement. Merci en tout cas. Merci Ophélie. Merci de ce témoignage surprenant aussi, décidément. Et puis, dans un instant, le Love Conseil, on va parler des caresses anales. Là, tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, on va parler des caresses anales. J'ai eu cette idée de ce sexe au conseil, Emma Becker, parce que il y a une scène dans le livre. J'ai noté page 192. Je vais pas la lire, parce que je laisse le plaisir aux auditeurs de la découvrir. Donc, on va parler de cette caresse anale qui est toujours un petit peu suspecte pour certaines personnes. Je pense qu'il y a certainement d'abord et avant tout la peur de l'hygiène. C'est ce qui rend cette caresse un peu complexe. Mais je crois qu'il faut pas s'en inquiéter et je vais donc vous donner quelques conseils. Ça peut d'abord démarrer juste par un titillement avec un doigt ou pourquoi pas avec la langue. C'est généralement plus agréable pour la personne avec la langue. Pourquoi ? Parce que la langue, il y a un peu de salive, c'est moins dur qu'un doigt et c'est souvent plus facile de commencer avec la langue. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut y trouver au bout de la langue. Voilà. Mais oui, parce que mais bien sûr. Parce qu'une caresse anale, ça se fait dans le feu de l'action. Ça se fait pas ce soir, ma chérie ou mon chéri, je vais te faire une caresse anale, parce que sinon ça perd de tout son charme. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord. Bon, voilà. Alors, cela dit, ça peut, avec la langue, il n'y a pas de raison que ce soit douloureux. Avec un doigt, si c'est bien fait, c'est pas douloureux. Si on a mal, c'est parce qu'on a justement tendance à resserrer les fesses, si je puis dire. Donc, le conseil qu'on peut déjà donner, laissez-vous un petit peu aller. Ça ne va pas être une pénétration avec un plug ou un pénis. Une caresse anale, c'est juste un petit titillement de cette zone anale, qui est une zone érogène parce qu'elle est particulièrement innervée. Et autre particularité de cette zone, elle est identique chez l'homme et chez la femme. Et pourtant, les hommes et les femmes ne la vivent pas tout à fait de la même manière. Il y a plus d'hommes qui sont réticents que de femmes, bien qu'il y ait quand même beaucoup de femmes qui sont réticentes. Pour les femmes, je conseille toujours de commencer lors d'un cuni, parce que c'est généralement à ce moment-là que la femme est plus à même à l'accepter et à y découvrir quelque chose d'agréable. Et une fois qu'elle a commencé à avoir un peu de plaisir de ce côté-là, elle sera plus décontractée si éventuellement vous avez envie d'aller plus loin. Pour l'homme, je dirais que l'approche doit être plutôt différente, et c'est plus en massant par exemple les testicules qu'on peut savoir s'il est prêt à expérimenter sur son corps cette caresse. Donc si vous lui caressez les fesses et qu'il les serre très fort, ses fesses, justement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le message est clair. Vous êtes d'accord jusqu'à présent ? Voilà. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'on accepte ou pas ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est psychique ? Je veux dire, qu'importe. Ce qu'il faut, évidemment, c'est respecter le consentement de l'autre. La tête et le corps sont toujours très connectés. Donc voilà. Maintenant, si vous voyez que ça plaît, vous pouvez ensuite essayer avec un petit jouet. Ça s'appelle un plug. C'est un jouet spécial anal. On n'utilise pas n'importe quoi pour ce genre de stimulation, parce que ça peut être aspiré par le rectum. Et à ce moment-là, c'est plus une partie de plaisir, puisqu'il faut aller aux urgences. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ? Oui, écoutez, j'ajouterais peut-être, je suis pas docteur, mais si on commence avec une fille, comme vous disiez, pendant un cuni, je pense qu'il faut faire attention quand même à ne pas ramener des bactéries dans la zone vaginale, qui est quand même qui est très sensible à ce genre de bactéries qui peuvent modifier la flore et donner des infections ou des mycoses. Mais
Vous avez raison, mais si on reste vraiment... Oui, si on reste en extérieur, bien sûr, c'est... Au niveau de l'extérieur de l'anus, il n'y a pas trop de problème. Mais vous avez absolument raison. Pas de pénétration vaginale après une pénétration anale sans changer de préservatif. Tout à fait. Absolument. Alors, pour ou contre, est-ce qu'on peut aimer 2 personnes à la fois? Est-ce qu'on peut vivre 2 histoires en même temps? Alors, Charlène est avec nous, elle est plutôt pour. Bonjour Charlène. Bonjour Brigitte et bonjour Emma Baker. Et nous avons Christophe qui est plutôt contre, je crois. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Emma. Bonjour. Et bonjour à l'invité. Oui, bonjour Christophe. Alors, Voilà. Christophe, vous êtes plutôt contre. Alors c'est marrant parce que on aurait pu imaginer le contraire, mais non, c'est plutôt la femme qui est pour et l'homme qui est contre. Alors, allez-y, Charlène, essayez de donner déjà vos arguments et on va voir comment Christophe vous les démonte, ces arguments. Alors, déjà, je veux signaler qu'il ne s'agit pas d'un vécu. Et il s'agit simplement d'un témoignage d'une amie de ma mère qui, en fait, a cherché à avoir une deuxième personne dans sa vie, tout simplement parce que elle n'était pas comblée dans sa sexualité. Et que la personne qu'elle voyait à l'extérieur, c'était uniquement pour entretenir sa libido. Et elle s'entendait parfaitement bien avec son mari, qui n'était pas au courant, et dans sa vie familiale, et tout allait bien. Donc ça a été une relation cachée, ça n'a fait souffrir personne, ni elle, ni l'amant, on va dire, puisqu'il savait qu'il ne se voyait aucun des trois. Voilà, exactement. Et, Ça a donné de l'équilibre pour vous au couple marital. Voilà. Disons que dans l'intelligence où elle a géré tout ça, cette femme, elle a pu être épanouie chez elle, épanouie finalement à peu près bien dans son couple, avec sa famille aussi, et elle a dû aller chercher ça à l'extérieur, mais elle a conservé. Christophe, qu'est-ce que vous avez à dire à Charlène ? Non, mais je vois la situation, je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Hein. Après, je dis, mais après, la personne avec qui on partage quelque chose, je veux dire, même si on va dire, on a une autre personne coche toutes les cases, tout ça, il y a toujours la peur de blesser l'autre, en fait. Même si nous on pense avoir tout caché, il suffit d'une fois et que pour X ou Y raison. Non mais Christophe, c'est une théorie de certains sexothérapeutes que personnellement je partage pas, mais qui est quand même très souvent donnée par des psys et des thérapeutes. Même si on ne sait rien, on le sent. Il paraîtrait donc le fait d'avoir une relation extérieure à sa relation principale nuit à la relation principale. Donc vous avez un argument qui est tout à fait valable. Oui, voilà. Après, voilà, je veux dire, en fait, les personnes, ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas le truc, c'est que malheureusement, c'est qu'il y a une tierce personne qui risque de beaucoup souffrir, surtout si on connaît la personne. En fait, ça dépend du caractère de la personne qu'on a en couple. En fait. Mais pour vous, Christophe, on doit faire quoi ? On doit éviter donc de commencer une relation extra-conjugale. Ben moi, le problème, c'est moi, je prends mon cas particulier. Moi, je suis une personne entière, et si je suis avec une personne, le fait d'aller voir une autre personne, c'est pas que moi je le serai. Alors inconsciemment, peut-être que je le montrerai en voulant cacher les choses, je le montrerai, et la personne que je suis en couple, elle en souffrirait énormément, quoi. Et comme je suis très empathique, je pense que ça me ferait souffrir de savoir que je peux la faire sourire. Mais c'est souvent d'ailleurs le drame d'une relation clandestine, c'est-à-dire de garder ça pour soi, parce que à partir du moment où on le dit à l'autre, donc on force l'autre à partager cette charge, cette culpabilité, ça devrait être effectivement un problème de soi à soi. Charlène, qu'est-ce que vous voulez dire à Christophe ? Pour essayer Déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Emma Baker, je suis tout à fait d'accord. Enfin, le plus dur, c'est souvent se taire par rapport à soi pour respecter l'autre. Alors qu'à un moment, on peut être tenté par crever un peu l'abcès qui est trop lourd pour se soulager soi-même. Donc ça, c'est très égoïste
parce qu'après je rejoins Christophe. Oui, moi je suis quelqu'un qui suis plutôt un empathe et je pourrais pas. Il faudra que je me sépare de la personne pour entamer quelque chose d'autre. Mais on était à l'heure aussi où tous les téléphones portables et autres n'existaient pas et on risquait beaucoup moins d'être pris à son propre piège que de nos jours où c'est hyper dangereux à mon avis. Mais vous savez, actuellement, dans ce que j'entends tous les jours, les gens dans l'ensemble sont plus pour que ça se dise. Et généralement, quand ils le découvrent, ce qu'ils disent tous, ce qui fait le plus mal dans l'infidélité, c'est le mensonge, hein, la trahison, le sentiment d'avoir été trahi parce qu'il y a eu du mensonge. Donc ça va à l'encontre de ce que vous semblez dire, Charlène, c'est qu'il vaudrait mieux le dire. Mais encore une fois, moi, j'alimente votre débat à tous les deux. Hein. Mais après, excusez-moi. Oui, allez-y, Christophe. Non, je voulais dire, vous dites que le mensonge, mais en fait, après, il y en a qui prennent un confort à dire que si c'est pas dit, c'est pas un mensonge. Ce qui est caché n'est pas un mensonge. Le mensonge par omission n'est pas un mensonge, il paraît, oui. Voilà, mais après, ça peut être un argument aussi. Voilà. Peut-être qu'on ment aussi pour ne pas inquiéter l'autre le temps qu'on ait pris une décision raisonnable ou pas raisonnable d'ailleurs. Mais Christophe, si le cas se présente pour quelqu'un, donc il faut obligatoirement ne pas y aller ou bien il faut assez vite choisir ? Moi, ça se pour quelqu'un en fait, voilà, vous avez bien choisi les mots. Pour quelqu'un, moi je dis s'il arrive à faire mal à personne, mais après il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir parce que même si il cache bien le secret, par exemple, il peut avoir une IST qui traîne et que la personne, son couple actuel, elle peut te choper une IST et comme ça il découvre aussi le fait que il suffit de mettre un préservatif si on va voir ailleurs. Oui, après, il y a toujours une solution. Après, je me doute. Mais quand on est très amoureux, le préservatif, on le garde pas longtemps. Hein. Vous avez raison. Oui. C'est pas une relation amoureuse. Enfin, aller voir ailleurs, c'est avoir des aventures. Mais une véritable relation amoureuse, effectivement, ça va. Oui, là, on parle bien d'une relation qui dure. On parle pas d'un coup d'un soir. Je parle d'IST, que je me suis dit, voilà, la personne, voilà, c'est comme vous dites. Ça sera la, voilà, mais après ça sera la preuve, quoi. Mais voilà, après c'est chacun fait son âme et conscience. Après, si la personne arrive à le vivre. Non, mais Christophe, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est bien d'accord. Vous êtes là pour donner vos arguments, l'un et l'autre, pour essayer de convaincre ceux qui écoutent. Moi, vous attraperiez une IST de votre partenaire, Christophe, vous seriez très en colère, visiblement. Après, oui, mais après, voilà, je serais très en colère, mais malheureusement, une fois que je l'ai attrapé, je peux rien y faire. En fait, une fois que c'est... Ça dépend, voilà. Ça se soigne. Il y a quand même beaucoup de choses qui se soignent. Je peux rien y faire. Je veux dire, ça a été fait. J'ai pas dit que ça se... Je veux dire, c'est fait. Malheureusement, j'accepterai le fait que... Voilà, mais après, tout le monde n'est pas comme moi, en fait. Non, mais surtout on peut aussi tromper avec délicatesse, c'est-à-dire qu'on peut tromper en se protégeant pour son autre partenaire et puis mentir par égard pour son partenaire qui n'a pas demandé à être dans les mêmes cas de conscience que vous. Je crois. Oui. Vous n'êtes pas convaincu, Christophe, et vous avez bien le droit. Hein. Charlène, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, j'avais peut-être envie d'ouvrir un peu le débat sur ce qu'est la tromperie. Parce que, par exemple, est-ce que lors de la période de la séduction, de la passion dont vous parliez tout à l'heure, qui dure 2-3 ans, la personne se présente sous un certain jour et après, on va dire, le naturel revient un peu au galop et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment avec la personne que vous avez rencontrée, mais vous l'aimez toujours. Finalement, moi, je trouve que la personne, elle vous a trompé au sens large du terme et vous êtes amoureux. Moi, j'en parle parce que ça m'est arrivé et finalement voilà, j'étais amoureuse, j'ai construit pas mal de choses, je le regrette pas, mais finalement il y a d'autres formes de tromper et j'ai été profondément trompée, je trouve. Voilà, il n'y a pas que l'infidélité comme tromperie.
Il y a aussi avoir un peu caché ou s'être présenté sous le meilleur jour. Et en fait, on est différent. Sans parler de manipulation. Hein, oui, j'entends bien. Mmh. Donc oui. la tromperie, c'est quoi J'étais déçue et j'ai continué. Parce qu'on peut tromper aussi sexuellement parlant, et puis on est déçu, puis on continue aussi. Hein. Donc il y a plusieurs formes, je pense, de tromperie aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, il y a plusieurs formes de jalousie aussi. Je pense que tout le monde a un sens différent de ce qu'est la tromperie. Effectivement, peut-être qu'un coup d'un soir qui dure un quart d'heure, c'est pas la même chose qu'une relation qui va durer plusieurs semaines. Est-ce que ça, vous le mettriez dans la tromperie, par exemple ? Moi, personnellement, si je n'en sais rien, si je n'en ai jamais vent, je m'en fiche et je considère que tout va bien. Ah non, mais c'est pas, oui, je parlais pas de ça. Moi, je suis d'accord avec vous, là. Mais moi, je dis, exemple, Charlène, je vais faire un petit pied de nez comme ça, mais qui c'est juste histoire de remettre un petit peu de légèreté. Au fond, est-ce qu'on se trompe pas aussi soi-même, de temps en temps? Oui. Hein, y compris sur qui on est. Soyons donc indulgents avec les autres et avec soi-même. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais compris sur qui on est, oui. Oui. En tout cas, merci à tous les deux, Christophe, merci Charlène, merci Christophe. Demain, notre pour ou contre, ce sera est-ce qu'on peut se prostituer, est-ce que c'est une bonne manière de s'en sortir financièrement? Ce sera aussi un peu chaud. Voilà. Dans un instant, je vous donnerai le deuxième angle du sujet et je parlerai de cette double culpabilité dans cette histoire d'aimer deux personnes. Vous verrez, c'est assez complexe et c'est pour ça que c'est si difficile et si douloureux. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Emma Becker, auteure de ce livre Le Mal Joli aux éditions Robert Laffont, Albin Michel, Albin Michel, je sais pas pourquoi. Bref, c'est un roman dans lequel vous racontez cette histoire assez proche de la vôtre, hein, puisque c'est une écrivaine qui rencontre un homme alors qu'elle est mariée, et c'est une histoire d'amour qui commence et qui, je vous laisse le lire, le livre, pour savoir comment ça se passe. Le Mal Joli. Alors, je voulais juste, avant de donner la parole à Léa qui nous a rejoint, montrer quand même le deuxième angle de ce sujet qui est peut-être moins facile. On a un peu l'impression comme ça, on a écouté des personnes témoigner, ça a l'air d'être facile, on aime plusieurs personnes, on gère ça, etc. Le problème, c'est que il y a toujours le problème de la culpabilité derrière ça, et quoi qu'on fasse, de toute façon, elle est là, la culpabilité. Soit on se sent coupable de ne pas rester fidèle à la personne avec qui on a pris un engagement fort, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe. Il y a un engagement fort avec une des deux personnes, généralement des enfants, enfin en tout cas une vie commune, et donc on se sent un peu coupable de ne pas maintenir ce lien de loyauté vis-à-vis de cette personne. Et donc ça nous ronge un peu. Et si on renonce au deuxième amour, eh bien il y a une culpabilité vis-à-vis de soi parce qu'on ne s'accorde pas son désir. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, le choix est difficile, le choix est douloureux. Et c'est ça qu'il faut vraiment entendre. Et je crois qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il n'est pas inintéressant si on est dans cette situation-là et qu'on la vit pas très bien, qu'on sait pas très bien, qu'on est sans arrêt tergiversé avec telle décision, telle autre, de pourquoi pas aller parler à quelqu'un qui sera capable de nous écouter et de nous pousser dans nos retranchements. Voilà, je crois que c'était important de conclure quand même cette émission avec ce sujet. Oui, tout à fait. Moi, c'est-à-dire, j'avais cette soupape de sécurité qui était le livre que j'écrivais, mais c'est vrai que on se sent toujours très très seul dans cette situation où, effectivement, quand on la raconte, les gens ont tendance à vous dire, c'est merveilleux. Enfin, finalement, tu aimes trop, tu es trop aimé, c'est un problème de riche. Mais ce qui est terrible, c'est pas tant la tromperie que l'autre devenant, enfin, c'est-à-dire votre mari ou votre femme devenant non seulement indifférente, mais en plus un obstacle. Et ça, c'est terrible parce que, sans le vouloir, on peut arriver à haïr l'autre qui n'a rien fait, qui n'est au courant de rien. Et ça c'est une culpabilité affreuse, ouais. Aussi, oui, vous ajoutez ça et vous avez raison. Bonjour Léa. Bonjour Emma, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est avec vous qu'on va conclure, Léa. Oui, alors moi je voudrais faire part de différentes expériences de mon entourage, oui. femmes et hommes.
Donc je vais parler déjà, pour commencer, de 2 femmes qui ont une expérience conjugale avec des hommes mariés, voilà, de longue durée. Et donc elles ont au départ trouvé ça fantastique parce qu'elles avaient beaucoup d'attention, beaucoup d'avantages, beaucoup de rêves, beaucoup de choses, et elles y trouvaient un certain confort. Et puis au fur et à mesure des années, alors, il y en a une où je ne me souviens plus tout à fait des raisons, mais il y a un moment donné, malgré les beaux voyages, malgré les beaux moments, malgré l'investissement, l'amour, etc., ce sont des personnes qui ont choisi d'une façon ou d'une autre, inconsciemment ou consciemment, de rester mariés et engagés à leur épouse, quelle que soit leur situation, même s'ils passaient pas beaucoup de temps. Et pour ces 2 femmes, après des années, elles ont dû se reconstruire et faire, je dirais, abstraction ou dépasser cette période, parce que quelque part au fond d'elles, elles espéraient quand même pouvoir construire par la suite. Et bien que leur position d'amante leur a fait rêver pendant longtemps et a eu des avantages, elles ont toutes les 2 dû passer par une thérapie, une acceptation et un renoncement, parce que ça vous voulez dire que d'une certaine manière, peut-être inconsciemment, mais il y avait quand même l'impression qu'à un moment donné, ils allaient quitter leur femme? Oui, parce que quelque part, c'était des hommes qui étaient très investis et puis qui arrivaient peut-être à cloisonner d'une certaine façon, on va dire en apparence, mais au final, au fond du fond, quand passent les années, et que finalement le passage à l'action, de s'investir, d'aller construire, d'aller, acheter un appartement, une maison et autres, eh bien là, ou le droit de succession, parce que c'est souvent une histoire de possessivité ou de possession matérielle, ça a posé problème parce qu'on peut pas se défaire d'une maison, ou parce qu'il y a d'autres choses. Il y a comme une forme d'engagement pris avec l'amante. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que parfois les maris restent pour des raisons matérielles. Oui, ou pour d'autres, mais il y a comme dans ces 2 témoignages que j'ai suivis pendant des années, ces 2 hommes avaient quelque part pris beaucoup d'engagements affectifs auprès de leur amante, quelque part, pendant des années, mais au niveau matériel ou au niveau légal, ne pouvaient pas se détacher de leur mariage. Mais c'est ce que j'entends souvent. Après, moi, j'aime pas les généralités, mais ce que j'entends souvent, c'est que les hommes sont vraiment amoureux de leur maîtresse, ils ont vraiment envie de vivre avec, mais c'est compliqué pour eux de partir. Alors certains disent que c'est parce qu'ils sont lâches. Moi, je ne crois pas. Je pense que l'homme a plus comment dirais-je, la notion de l'engagement vis-à-vis de son épouse comme il l'a vis-à-vis de sa mère, et la femme va être plus dominée par ses sentiments et donc va plus facilement partir. C'est un peu le constat que je fais à force d'entendre ces situations qui sont de toute façon toujours douloureuses. Oui, et l'autre versant, c'est un homme aussi qui a été pendant de longues années avec une vie double, et jusqu'au choix à parler à sa famille, ses amis, etc., de dire ok, il faut que je fasse un choix, il faut que je divorce. Il y avait des enfants, il y avait des engagements, donc on n'a pas les raisons profondes de cet homme, mais il les exprime quand même, et on peut imaginer la suite, c'est qu'à un moment donné, la fin, après des années de vie double, il finit par être en burn-out, en dépression, pas bien, et il ne peut pas arriver à l'acte de se séparer de sa femme, même si il finit par essayer de faire quelque chose, mais pour les enfants, pour la femme, pour la maison, pour plein de raisons peut-être matérielles ou de sécurité intérieure, je ne sais pas ce qui joue là-dedans, mais à la fin, il reste dans mais est-ce que vos amis ont eu l'impression d'avoir perdu leur temps en étant restés comme ça pendant tant d'années avec un homme marié? Oui, parce qu'elles avaient un certain âge, elles ont eu de l'espoir parce que il y a eu des engagements qui ont été pris, et quand on arrive à un certain âge, il faut tout reconstruire. Chez ces 2 amies, il y en a une qui a fait une thérapie très profonde et qui a essayé de retrouver une vie maritale ou une vie avec un homme, et ça c'est voilà, elle m'a dit, j'ai jamais retrouvé autant, et à chaque fois qu'il l'appelait, il y avait comme un appel du cœur qui dit oh, je vais y aller. Et elle a vraiment été bousculée. Quant à l'autre, elle avait un certain âge et elle a décidé de ne pas refaire sa vie avec un homme, parce que jusqu'au moment de la signature des appartements ou des maisons,
eh bien l'engagement était pris. Puis au moment où il fallait signer, ça plus d'engagement. Et là, il fallait faire un choix. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas s'investir plus que ça, les deux femmes, en tout cas, ont dû renoncer à leur relation et essayer de tenir bon pour ne pas retomber dedans. Bien. Voilà. Et ben voilà le témoignage de Léa. Emma Becker, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je ne sais pas, devant cette débauche de beaux témoignages, écoutez, je pense que du plus sage de se taire et d'écouter, de trouver que tout ça est formidable. Votre témoignage dans ce roman est aussi un très très beau témoignage et je vous invite vraiment à le lire. Ça s'appelle Le Mal Joli, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Emma Becker. Vous reviendrez prochainement, on fera une émission sur ce que c'est qu'une femme libre, toutes les deux. Je suis sûre que ça aidera les femmes qui nous écoutent. Tout de suite, vous retrouvez, cette fois-ci, c'est bien lui, Alexandre Delovan. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.